avec plaisir que j'accompagne Emmanuel, il a été un bon interne il y a très longtemps, il a très bien réussi, il fait beaucoup de belles choses dans ce domaine de la construction de trajets. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Alors j'ai repris en fait le titre que vous m'avez donné, hein. Les défis de la bioconstruction. Ouais. Voilà, donc en fait les défis de la bioconstruction, là on est en post-brandial si vous voulez, je vais faire de la science certes, mais pas trop. Beaucoup de rappels historiques et donc ça sera les défis au sens très large, puisqu'on s'inspirera de tout ce qui a été fait en matière de remplacement, greffe d'organes, pour justement imaginer l'avenir. Alors avec la bioconstruction, on essaye de créer des substituts biologiques qui visent à maintenir, restaurer ou réparer un tissu vivant endommagé. Et on s'appuie sur trois piliers, et on en rediscutera tout à l'heure, à savoir une matrice, on reparlera des différentes matrices qu'on peut utiliser, des cellules, on reparlera également des types de cellules, et des signaux. Et il faut ces trois composantes pour que finalement on puisse recréer des organes. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu finalement ce que ça représente en termes de marché mondial, on s'aperçoit que c'est énorme. Et ça veut dire que probablement ça va être une des grandes révolutions. C'est déjà une révolution, mais ça va être une grande révolution des 20 années à venir. Alors finalement, la plus belle des bioconstructions, et quelque part la plus belle des chirurgies thoraciques, il faut le dire, c'est la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam. Donc finalement, cette bioconstruction, c'est vraiment un mythe, un rêve depuis très longtemps. On retrouve ça dans la Genèse, on retrouve ça dans le Coran, etc. Tout le monde connaît aussi le mythe de Prométhée, hein, puisque depuis très longtemps aussi, on sait que le foie régénère. Et puis tout le monde connaît cet exploit des saints Côme et Damien, d'ailleurs nos saints patrons pour ceux qui sont chirurgiens. Et ici vous assistez à la première allogreffe d'un membre qui avait été prélevé sur un mort. Et puis bien sûr on retrouve ce concept de cette espèce de fantasme largement dans la littérature, Faust, Frankenstein, etc. Alors pourquoi je vous ai dit qu'une partie de cet exposé serait consacrée à l'histoire de la médecine? Et bien tout simplement, il faut comprendre pourquoi aujourd'hui, eh bien, on veut recréer des organes, et puis finalement, on ne se contente pas de transplanter des organes qu'on peut prélever chez certains sujets décédés. Dès la nuit des temps, alors là vous voyez ce sont des dents qui ont été prélevées sur des momies, où on en trouve aussi dans tous les cimetières gallo-romains. On a essayé de remplacer les organes, et au début bien sûr c'était des prothèses non biologiques, prothèses synthétiques. Il y a eu de grands progrès ensuite, évoluant vers la chirurgie, la biologie avec Ambroise Paré, et les premières tentatives de remplacement d'une structure vivante ont concerné la peau. Il y a eu de grands progrès dans de nombreux domaines, et ce qui est très important, c'est que, ça a été dit ce matin, les progrès se font quand on arrive à joindre les progrès de la biologie. Donc là, on commence à comprendre qu'il y a des groupes sanguins, on commence à connaître les groupes HLA, etc. Tout cela combiné au progrès des techniques chirurgicales, Alexis Carrel, première greffe rénale à Necker, au début avec des donneurs vivants, et ensuite des interrogations, puisque lorsque on n'utilise pas des jumeaux, par exemple, des greffes entre jumeaux, on a des rejets, d'où un travail aussi sur la corticothérapie, les immunosuppresseurs, donc la biologie. Juste pour reprendre un petit exemple dans mon domaine, et c'est l'occasion d'ailleurs de rendre hommage à Henri Métras, qui a vécu, vous le voyez, que 40 ans, hein, qui est mort probablement de ses travaux de recherche, et qui avait mis au point les techniques, la technique chirurgicale
de transplantation pulmonaire. On pensait d'ailleurs à cette époque, dans les années 60, que c'est lui qui allait faire la première transplantation pulmonaire. Eh bien non, elle a eu lieu par Hardy en 1963. Et là, c'est un défi. Pourquoi? On s'aperçoit que d'un point de vue éthique, c'était très très limite comme première transplantation, puisque vous voyez le transplanté qui est là, était un condamné à mort qui croupissait dans les geôles américaines, et on lui a proposé, on lui a dit, voilà, il y a une indication, si vous voulez bien que le premier transplanté pulmonaire au monde, eh bien on change votre peine de mort en prison à vie. D'un point de vue éthique, c'est quand même assez limite, et c'est un des défis de l'avenir en termes de bioconstruction, c'est-à-dire qu'il faut, a fortiori aujourd'hui, bien baliser le domaine, les avancées d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue éthique. De même, au niveau pour la transplantation cardiaque, Shumway à Minneapolis, dans l'équipe de Lillehei, avait tout mis au point. On pensait, d'ailleurs le monde entier pensait qu'il allait réaliser la première, c'était encore plus sûr que pour Metra. Et en fait, on a oublié que la première transplantation cardiaque n'a pas été faite ni par Shumway ni par Barnard, mais par ce dénommé Hardy. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà côtoyé, pas forcément. Qui là s'est emporté complètement, puisque dans la foulée de sa transplantation pulmonaire, eh bien, il a fait la première transplantation cardiaque en utilisant un cœur de chimpanzé. Le succès était mitigé, le malade est mort au bloc opératoire d'un rejet suraigu. Tout ça pour encore insister sur la façon de faire. Donc à la fin, on peut dire en novembre 67, Shumway annonce au monde entier qu'il va faire la première, là aussi, il faut être prudent. Et comme vous le savez, c'est son étudiant, Barnard, qui avait passé un temps très très important au laboratoire, qui avait appris la technique et qui lui franchit le pas. Un autre défi, c'est que il faut savoir aussi franchir le pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on est vraiment prêt, il faut y aller. Et donc on ne peut pas reprocher, alors il a été dans certaines polémiques à Barnard d'avoir franchi le pas le 3 décembre 67. C'est un événement vraiment mondial. Je ne l'ai pas vécu. J'étais in utero. J'avais 3 mois in utero. Mais certains, je pense, l'ont vécu et s'en souviennent encore, puisque ça a été vraiment un événement planétaire, comme celui, finalement, du premier homme sur la Lune. Et la mort de Kennedy. Alors, de la même façon, vous le verrez, puisque je vais parler maintenant de la bioconstruction, il y a un engouement initial, mondial, et puis très vite, on est freiné, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un échec biologique, la réglementation doit évoluer, et puis finalement, tout va se refaire avec les efforts, les changements de réglementation, l'apparition de la cyclosporine, et les programmes vont reprendre aussi bien pour le poumon et le cœur. Aujourd'hui, finalement, avec toute cette expérience qui, finalement, maintenant a 50 ans, on s'aperçoit que la transplantation d'organes n'est quand même pas la panacée, il y a quand même beaucoup de problèmes, du fait des phénomènes de rejet, des complications liées à l'immunosuppression. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus de problèmes techniques, tous les problèmes techniques ont été résolus. Et puis surtout, du fait de la pénurie de greffons, on doit tous mourir sur liste des patients qui auraient besoin de greffons. D'où cette idée de construire, donc on va en reparler, in vitro ou in vivo, des structures, des organes pouvant apporter une nouvelle fonction à un individu malade. Alors, quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que le terme d'ingénierie tissulaire, finalement, est assez récent. Il apparaît en 1987. Et là, nombreux d'entre nous ont vécu, se rappellent de cette photo, là aussi, qui a fait le tour du monde, l'équipe de Vacanti à Boston,
qui publie cet article en 92, où on voit finalement que l'équipe a réussi à recréer un cartilage d'oreille sur le dos d'une souris. À cette époque, on pense qu'on va tout remplacer. Il y a un engouement mondial qui est énorme, qui est encore appuyé par cet article qui avait fait aussi beaucoup de bruit en termes de médecine régénérative, c'est-à-dire le clonage. Et c'est à ce moment-là, en 97, qu'on commence vraiment à parler de cellules souches et qu'on imagine que là aussi, on va tout remplacer, on va tout cloner, qu'il n'y aura plus de problème et qu'on va un peu vers l'éternité. Alors tout ça, toutes ces techniques reposent bien sûr sur la meilleure connaissance des cellules souches. On a su les identifier, les classer, les cultiver, les différencier, avec aujourd'hui des essais de thérapie cellulaire et des développements en tissue engineering. Alors au début, après l'apparition de cette fameuse souris qui s'appelle d'ailleurs la Vacanti Mouse, on imaginait qu'on allait, comme je vous l'ai dit, recréer des organes au laboratoire très facilement, sans aucun problème, en isolant des cellules, en les cultivant, en les implantant sur des matrices, dans des bioréacteurs avec d'autres facteurs, facteurs de croissance, petites molécules, nanoparticules, que tout cela allait incuber dans un bioréacteur pendant un temps donné en fonction des organes, du type de matrice, du type de cellule, et qu'on allait réimplanter ces organes bioconstruits pour remplacer des structures malades. Alors tout cela, la bioconstruction repose, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 3 piliers. Donc, quelle matrice? Alors il y en a une multitude, une matrice synthétique, naturelle, métallique, des céramiques, des polymères, enfin vous en avez vu ce matin, matériaux composites, etc. Des cellules, le choix autologue, hétérologue, cellules souches, etc. Et puis quels signaux? C'est là que le bioréacteur va intervenir, mais qu'il va falloir aussi choisir les signaux qui vont permettre au tissu de se différencier. Donc tout d'abord, la matrice. Donc il y a un nombre de matrices très très important, il y a beaucoup de travaux, il y a une multitude de travaux. Vous avez grosso modo 4 grands types. Donc les matrices qu'on appelle poreuses, où on va pouvoir justement placer des cellules. Le plus en vogue actuellement, on en a vu un exemple ce matin, c'est la matrice décellularisée. Il y a une multitude de techniques de décellularisation. Ensuite, des feuilles donc de cellules qui peuvent être juxtaposées. Et enfin, des gels, des hydrogels, où on va pouvoir implanter, dans lesquels on va pouvoir implanter des cellules. Alors tout cela est très schématique. Vous avez à gauche l'article de Hott dans Nature Medicine en 2008. C'est la même équipe, vous vous souvenez, alors là ça concerne le cœur, c'est la même équipe qui avait travaillé et publié un article dans Nature, justement concernant le poumon. Et chez le rat, ils avaient réussi, après décellularisation d'une matrice pulmonaire et réensemencement avec des cellules fétales, après réimplantation chez l'animal, à faire respirer ces structures pendant 6 heures, ce qui est déjà énorme. C'était sur le rat. 6 heures, au bout desquelles, en fait, il y a eu des phénomènes de thrombose intravasculaire et un greffon qui est devenu non fonctionnel. Donc le premier pilier, c'est choisir la matrice. Ensuite, les cellules. Alors, il faut discuter. L'idéal, bien sûr, c'est d'utiliser des cellules autologues. Mais, bien sûr, un problème de disponibilité. Puisqu'on ne va pas pouvoir prendre assez de cellules chez l'individu malade pour pouvoir aboutir à quelque chose de fonctionnel. L'idéal, ce sont des cellules allogéniques ou xénogéniques. Le
problèmes, comme pour les transplantations d'organes, les réactions immunologiques, transmission de maladies, en particulier si on veut utiliser des cellules d'autres espèces animales, et comme toujours, considération éthique. Autre type de cellules, toutes les cellules qu'on peut dire souches, mésenchymateuses, cellules embryonnaires, et puis des cellules pluripotentes qui ont été individualisées plus récemment. Si bien qu'il y a une multitude de possibilités pour finalement ce deuxième pilier cellulaire. Et enfin, les signaux, c'est fondamental, puisque les cellules qui vont être implantées doivent survivre et puis au bout d'un certain temps sécréter leur propre matrice. C'est là qu'intervient le bioréacteur. Alors tout le monde au début, comme je l'ai déjà dit, imaginait qu'on allait recréer des organes in vitro. On va voir pourquoi. On s'oriente maintenant vers des solutions mixtes où on comprend bien que après implantation de la matrice éventuellement avec des cellules, l'individu lui-même peut se comporter comme son propre bioréacteur et avoir finalement des possibilités incroyables de régénération. Alors les signaux, ils peuvent être, on peut jouer sur le taux d'oxygène, on peut jouer, c'est très important, je pense par exemple à la trachée, puisque dans nos travaux, nous on a une régénération de cartilage métamérique, très important, les facteurs mécaniques, les stimulations mécaniques. Les facteurs de croissance à utiliser plutôt in vitro, bien sûr. Des cytokines, molécules de la matrice extracellulaire, petites molécules, en sachant que l'un des points clés, d'où certains travaux qu'on a vus tout à l'heure, c'est la vascularisation. Si la structure qu'on implante n'est pas revascularisée, eh bien ça sera l'échec. Voilà, donc de façon très schématique, les trois piliers, en sachant qu'il y a une multitude, il y a une littérature maintenant qui est très très abondante, avec bien sûr les premières études sur le cartilage auriculaire, la trachée, il y a eu des études par l'équipe d'Atala sur la vessie, vous voyez les valves cardiaques et le rein. Et enfin, quelle est la place de la bioimpression? On a vraiment l'impression, justement, c'est le cas de le dire, que ça va être un point capital dans l'avenir. Alors aujourd'hui, on pourrait quasiment faire un cours entier sur la bioimpression, mais on s'aperçoit que c'est très très compliqué. Bon, il y a des machines qui aujourd'hui sont quand même assez bien avancées, et il s'agit à la fois sur les matrices de refaire finalement avec des cellules un organe. On ne sait pas trop vers où on va, mais probablement ça va jouer un rôle majeur dans l'avenir. Alors les autres défis, si on veut à terme utiliser ces organes bioconstruits, ces structures, il va falloir les produire en quantité importante, poser des problèmes de commercialisation, poser des problèmes de stockage, de contrôle de qualité et surtout de conditionnement de longue durée. Parce que c'est vrai que si on imagine un jour, par exemple, remplacer un poumon malade par un poumon bioconstruit, il va falloir, vu la complexité de la production de ce produit, l'avoir en stock, et ça va être une autre paire de manches, hein, ça va être très compliqué encore tout ça. Alors si on regarde bien, d'un point de vue clinique, en fait il y a eu un engouement majeur, beaucoup de bruit, mais finalement il n'y a pas grand-chose dans la littérature. Et on retrouve quelque part deux études, trois, je parle de séries cliniques. Une première, c'est une des premières, hein, celle d'Atala, sur la vessie, avec quelques patients, publiée en 2006, et puis Enfin bon, alors Atala, il développe, il faut regarder le labo qu'il est en train de développer aux États-Unis, c'est multi-organes, c'est un labo énorme, mais plus grand-chose, on a l'impression que ça c'est, je ne sais pas, les spécialistes sur Richard nous dira peut-être, mais on a l'impression que ça s'est un peu arrêté. Un autre exemple, dans plus mon domaine, donc la trachée, avec l'équipe de Macchiarini,
Et là, ça c'est pire que ça, c'est que aujourd'hui, visiblement, il y a les premières accusations. C'est pour ça que regarder l'histoire est très importante. Ce chirurgien est vraiment dans la tourmente et probablement tous les articles du Lancet vont être rétractés dans l'année qui vient, ce qui va faire beaucoup de bruit. Hein. Il a failli pas avoir de prix Nobel cette année à cause de cette affaire, puisque Macchiarini a été embauché au Karolinska Institute. Et ça nous fait tous du mal, cette affaire, hein, puisque alors, dans ce domaine-là de la trachée, c'était vraiment une bulle. Hein. Tout était faux. Il a été dénoncé par, non pas des gens à l'extérieur, mais par ses collègues, c'est-à-dire les anesthésistes en particulier, les réanimateurs de l'hôpital, qui voyaient bien que ce qui était décrit dans l'article et les malades qui étaient là en réanimation, ce n'était pas tout à fait la même chose. D'où la notion de prudence et surtout d'honnêteté, qui est très très important dans les développements futurs, parce que cette affaire-là fait du mal à tout le monde. Néanmoins, c'est vrai qu'après cet engouement initial, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un petit retour en arrière et qu'on donne beaucoup plus d'importance à l'individu lui-même dans la réparation, en considérant que finalement l'individu serait peut-être le meilleur des bioréacteurs et que ça simplifierait beaucoup de choses d'implanter des matrices, alors peut-être préconditionnées au laboratoire, probablement que l'avenir est aux techniques mixtes, mais en laissant un rôle plus important à l'in vivo. Alors pour notre part, nous avons débuté en 97 un programme. Alors à l'époque, on ne savait pas qu'on faisait de l'ingénierie tissulaire in vivo, hein, puisque le terme n'existait pas vraiment. L'occasion toujours de rendre hommage à un de mes mentors, à un Carpentier, sans qui je n'aurais rien pu faire. Et donc c'est un programme qui a débuté en 97 et dans lequel on a proposé d'utiliser pour remplacer donc les voies aériennes une matrice, à savoir un greffon aortique. Alors au début on n'avait pas vraiment de données dans la littérature, donc on a commencé par des autogreffes chez la brebis. Ensuite on a fait des études par allogreffe fraîche, ensuite allogreffe cryopréservée, dans l'optique d'utiliser donc des banques de tissus, puisque là on a de la chance, nous avons à disposition dans les banques de tissus, en particulier pour la chirurgie vasculaire, des allogreffes aortiques cryopréservées. Nous avons eu, dans cette succession d'études qui a duré à peu près une dizaine d'années, nous sommes allés de surprise en surprise, puisque nous avons vu une régénération d'épithélium sur cette matrice aortique, et surtout, nous avons vu chez l'animal une régénération de cartilage sur la matrice aortique, si bien que cette matrice qui était au début très molle et tutorée par un stent, dont nous avons pu, en moyenne à 6 mois, retirer l'endoprothèse et avec un greffon tout à fait fonctionnel qui ne se collabait pas. Donc tous ces travaux, ça a été très très long, ont conduit aux premières applications cliniques, en particulier dans la chirurgie conservatrice du cancer du poumon, mais aussi dans la chirurgie trachéale en impasse thérapeutique. Et aujourd'hui, nous sommes en phase clinique sur un protocole qui s'appelle TrachéoBroncart, qui est piloté de façon tout à fait habituelle, qui est une étude de faisabilité d'une innovation chirurgicale avec comme inclusion donc des patients qui ont des lésions bénignes ou malignes de la trachée ou des patients qui sont éligibles à une pneumonectomie avec un critère de jugement principal, la mortalité à 90 jours, et puis des critères secondaires qui sont la morbidité à 90 jours, en sachant que bien sûr, puisque maintenant on a un recul d'à peu près 7 ans, on suit tous ces patients, l'objectif étant de 20, objectif que nous avons atteint. Nous avons publié à titre préliminaire au moins les 2 premiers cas, puisqu'ils étaient très anciens, il nous semblait que les phénomènes observés chez ces 2 premiers patients étaient intéressants, puisque donc nous avons fait des remplacements étendus de la trachée avec cette matrice aortique,
qui a un peu évolué dans le temps, et nous avons observé une régénération de cartilage chez l'homme. Alors c'est pas en 6 mois comme chez l'animal, là ça prend en moyenne 18 mois. Mais nous avons un recul chez certains patients de 7 ans maintenant. C'est un recul important. Et fait très surprenant, nous avons, étonné par ces phénomènes de régénération, finalement on a quasiment mieux étudié les phénomènes biologiques chez l'homme que chez l'animal, et on a montré que sur la matrice que nous implantions chez l'homme, dont une portion a été étudiée au laboratoire, et bien cette matrice qui était cryoconservée depuis 10 ans, et ben elle sécrétait encore une multitude de facteurs. Et ça, c'est probablement un des points clés, en tout cas des premiers instants après implantation de la matrice. Finalement, cette matrice qu'on croyait complètement inerte, elle ne l'est pas complètement, puisque probablement, alors soit ce sont des facteurs qui ont été emprisonnés au moment de la cryopréservation, soit c'est qu'il reste quelques cellules, peut-être quelques cellules souches, qui jouent un rôle. Voilà, alors tout ça, il reste encore une multitude de mystères. On travaille beaucoup sur à la fois l'étude clinique, mais aussi les phénomènes biologiques. On va travailler aussi sur la potentialisation de régénération de cartilage pour l'homme, puisque 18 mois c'est long. Il faut laisser le stent en place 18 mois et qu'on a besoin, pendant ces 18 mois, de gérer toutes les complications liées au stent. Alors pour terminer, je vous montre juste... Ça, c'est 2 patients de la série. Voilà, donc ça, c'est 2 patients de la série. Donc à gauche, vous avez un patient qui a eu remplacement donc, par un greffon de la matrice aortique. Donc là, on a un recul très important qui est d'à peu près 5 ans. Et à droite, c'est au niveau bronchique. Et vous voyez qu'on a retiré le stent. Et que le greffon... alors le patient, moi je l'avais vu en consultation, il avait une trachéotomie, un tube de Montgomery, et il avait eu 25 interventions au préalable, et on lui avait dit, il a une trentaine d'années, on lui avait dit, monsieur, il y a 2 choses qui pour vous, vous pouvez tracer un trait sur 2 choses, votre travail et les amours. C'est vrai que parfois on a des collègues qui ne sont pas toujours... Bon, enfin bref. Et il a repris son travail, et puis il s'est marié, et je viens de recevoir sa carte. Il vient d'avoir une petite fille, donc voilà, ça fait très plaisir. Voilà pour l'anecdote. Alors bon, on a encore beaucoup de chemin, ça c'est vraiment très préliminaire. Vous voyez qu'au niveau de la bronche, c'est très bien aussi, on a pu enlever les stents. D'ailleurs maintenant, dans la majorité des cas, on a pu enlever les endoprothèses. Alors, le rêve ultime, c'est pour nous le poumon, bien sûr. Et bon, on commence à travailler sur le poumon. Alors bon, comme je suis filmé, je donne rendez-vous donc le 15 décembre 2037. J'espère qu'on sera tous là. Et je pense que bon, probablement ça prendra au moins 20 ans. C'est bien un mardi, alors il faudra changer le jour des sessions de l'académie. Je pense que ça prendra du temps, mais moi je suis persuadé, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, que c'est l'avenir et qu'un jour on va transplanter non pas des organes de personnes décédées, mais des organes qu'on trouvera dans des banques de tissus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. Très jolie conférence. Alors, d'abord, je vais vous dire, ce matin, je vous disais, voilà, on a une idée, il faut avoir confiance dans ces idées. Vous voyez, on a là l'exemple même. Voilà. Qui aurait pensé qu'on puisse mettre une aorte à la place de la trachée? Voilà. Quand on a une idée, il faut lui faire confiance et aller jusqu'au bout. Maintenant, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, il va répondre. Je veux juste te poser une petite question assez naïve, mais qui, à chaque fois que j'entends des topos sur la bioconstruction, j'entends pas souvent parler d'embryogénèse. Et pour moi, tu l'as mis, puisque ta première diapo c'était la genèse, où on en est finalement de la compréhension, pourquoi est-ce que notre embryon il fait aussi bien?
Et est-ce que, si tu veux, dans les tissus, moi j'ai beaucoup, bon c'est vieux hein, l'embryologie pour nous, mais je me souviens bien à la fac on parlait, si tu veux, des phénomènes d'induction d'un tissu sur l'autre. Est-ce que sur le plan des sciences fondamentales, vous avez des relations? Est-ce que l'embryogénèse a beaucoup progressé? Est-ce que ça vous aide pour ça? Parce que finalement, le petit sait faire. Hein. Est-ce que tu as des ah oui, non, mais c'est complètement juste. Et en fait, même pour la régénération de cartilage, finalement, les collaborations qu'on a faites ont été des collaborations un peu au hasard. Et c'est vrai que là, il faut qu'on se rapproche. Alors, ça intéresse, cette histoire de trachée intéresse, que moi je ne le connais pas personnellement, mais il y a notre anesthésiste d'Avicenne qui s'appelle Sadek Beyoussif qui me dit à chaque fois appel à Miézène, ça l'intéresse puisque il dit que c'est comme le sable, finalement vous avez une régénération comme les dunes, hein, les dunes se forment comme ça de façon un peu métamérique, vous avez une régénération et probablement une réactivation de facteurs de l'embryologie, donc complètement d'accord. Hein. Il faut qu'on se rapproche de personnes qui vont nous aider sur ce sujet, parce que là on est complètement... Je vais juste rajouter une chose, c'est que dans notre programme sur le foie, on a un spécialiste de l'embryogénèse qui vient d'ailleurs de Louvain, Frédéric Lemaitre, et qui est une personnalité extrêmement importante dans la compréhension de ce qu'on fait. Non, c'était juste une petite remarque. Je pense que je te félicite sur ton topo et c'est très important que tu aies insisté sur les problèmes éthiques et sur les problèmes de savoir franchir le pas ou aussi savoir s'arrêter. Et à ce propos-là, sur le plan historique, tu as parlé des greffes de rein. Je vais vous raconter une petite anecdote très rapide, c'est que dans les greffes de rein, on dit partout que c'est Hamburger qui a fait la première greffe. D'abord, Hamburger était un médecin, et c'est Weiss, Lacombe et Auvert qui ont opéré, donc on est à l'Académie de chirurgie. Pour les jeunes, il ne faut pas oublier que c'est les chirurgiens qui opèrent et pas les néphrologues, première chose. Et surtout, c'est que René Cusse, 4-5 ans avant, en 1951, avait fait 5 greffes de rein. L'équipe de Hamburger l'avait fait sur et c'est la première qui a marché, sur des jumeaux. Mais Cusse avait fait, c'est des non-jumeaux, 5 greffes de rein en 3-4 mois. Et alors là, on tombe sur les problèmes éthiques parce que les premières greffes de rein ont été faites soit, dans 2 cas, à partir de personnes chez qui on avait retiré, dans un cas, un urtère pour faire une dérivation ventriculo-péritonéale pour une hydrocéphalie. Donc, comme l'urtère avait été retiré, le rein ne servait à rien. Donc, Cusse a dit on ne peut pas laisser un rein comme ça. Et l'autre, c'est une femme qui avait eu une fistule après hystérectomie. Et donc, à l'époque, on ne savait pas traiter les reins potentiels latérales. Et quand on avait une plaie d'urtère, on faisait l'ablation du rein. Et les 3 autres, c'était des condamnés à mort à la santé, où il leur avait été proposé, sans contrepartie par contre, en leur disant est-ce qu'on pourra faire? Et donc René Cusse, Maurice Camet, Christian Châtelain allaient à la santé, prélever les reins, bloquaient, à l'époque ils faisaient ça à Foch, bloquaient les ascenseurs avec des taxis qui les emmenaient à toute vitesse à Foch pour faire les greffes de rein. Et la technique opératoire de la greffe de rein dans le monde entier a été en fait décrite par Cusse, puisque avant, il y avait eu une fois aussi une greffe de rein où ils avaient greffé le rein sur la cuisse, et Jaboulet à Lyon l'avait fait en greffant sur l'avant-bras. Et donc c'est intéressant, et donc Cusse, au bout de ces 5 greffes de rein, a dit on arrête, parce qu'on a des rejets qui arrivent trop rapidement, tant qu'on n'a pas compris, il faut arrêter les greffes de rein. Et c'est 9 ans après, ils ont eu l'idée de faire des irradiations des malades, et qu'avec le grain, ils ont fait les 3 premières greffes de rein chez les non-jumeaux qui ont marché dans le monde, avec celle de Merrill aux États-Unis à la même époque, en 1960. Donc c'est intéressant parce qu'on voit tous les problèmes éthiques et de dire aussi, bah, ça ne marche pas, et il faut arrêter. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais je pense que pour les jeunes, c'est important qu'ils connaissent ça. D'autres questions sur le sujet de la bioingénierie tissulaire? Alors je confirme ce qu'a dit Emmanuel à propos de Atala, parce qu'en effet, on a eu en 2004, 2005, 2006, on a vu ça. Atala, on l'a reçu d'ailleurs à l'Académie de chirurgie il y a 4 ans, quand j'étais président de l'Académie. Et c'est vrai que depuis, il y a un grand point d'interrogation, parce que on pensait que ça allait exploser, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'indications, et depuis, il n'y a rien. J'ai passé une semaine chez lui il y a 3 ans, il a un laboratoire absolument faramineux. Effectivement, pour l'instant, on ne voit plus grand-chose sortir. Oui. Que dire de Carmat?
Dans ce cas-là, c'est une solution qui est entre les deux, ou peut-être qu'on rajoutera du tissu par-dessus. Qu'est-ce que tu penses? Le Carmat, moi je l'ai vécu, parce que quand je rentre au labo en 97, c'est le début de la conception de Carmat. Et tous les mardis ou mercredis, je ne sais plus, il y a une petite discussion, le cœur artificiel. J'ai assisté quasiment à toutes les étapes, c'était vraiment passionnant. Moi je crois que c'est une avancée mais majeure, et que c'est une première étape. À mon avis, dans 20 ans, il y aura le Carmat 5e génération et dont plus personne n'osera dire quoi que ce soit. C'est une avancée, enfin pour moi, c'est une avancée majeure. Puis surtout, le génie, c'est que aucune structure composante du Carmat, tout ce qui est en contact avec la circulation est biologique. C'est ça le génie de Carmat. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou bien simplement je donne rendez-vous le 15 décembre 1937 pardon, 2037. Je serais peut-être absent. Non, en plus, c'est embêtant parce que c'est le jour de l'Académie de médecine. Ben oui, c'est un peu vexant. Emmanuel, merci beaucoup pour cette conférence.